tu as 3 semaines pour réajuster, sinon on va être en déficit. Moi, il n'y a aucun monde dans lequel tu vas chercher les 3 millions, mais tu as une marge ridicule. Si toi, tu n'évolues pas, la boîte arrêtera d'évoluer. Il faut qu'on aille chercher ces résultats. C'est pas pour être copain ou pour faire plaisir qu'on fait ça, c'est pour l'entreprise. Et l'entreprise est au service de ses clients. Tout ce que tu viens de me lister là, il n'y a pas la moitié que je fais. Et puis c'est pas la fin du monde. Excuse-moi, je te corrige, c'est la fin du monde. Parce que si tu n'appliques pas ça, c'est la fin de votre boîte. Depuis 2017, Eric Moller dirige Oval & Partner, un bureau d'ingénierie spécialisé dans la structure des bâtiments. Béton, acier, bois. Son équipe garantit la solidité des ouvrages en collaboration étroite avec les architectes. Un métier technique, exigeant, où la moindre erreur peut coûter extrêmement cher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la technique qui bloque Eric, c'est la structure de son entreprise. Il a grandi et son équipe, elle, n'a pas suivi. Il délègue, mais il reste frustré. Il recrute, mais doute. Eric avance finalement seul, avec une pression constante sur ses épaules. Il veut tout, l'exigence, la rigueur, l'humain, mais il s'épuise à être partout. Et au fond, une peur s'installe. Et si mon entreprise ne tenait pas sans moi ? Dans cet épisode, on l'aide à reprendre la main sur la structuration d'une équipe autonome qui tient sans assistance permanente. Une posture de dirigeant plus claire sans renier sa sensibilité. Un modèle d'affaires plus récurrent, plus stratégique et surtout plus scalable. Un épisode où il ne s'agit pas seulement de faire tenir les murs, mais de bâtir une entreprise prête à grandir sans s'écrouler. Installez-vous, prenez des notes, car cet épisode pourrait vous aussi faire basculer votre entreprise. Bienvenue dans les coulisses du scale. Un format où je vous emmène au cœur de nos séances de consulting, en toute transparence et sans aucune limite. L'objectif, vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entrepreneurs comme Eric de franchir des paliers de croissance majeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. Depuis 8 ans, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, à accélérer et à scaler leur business. Notre mission, transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Cette session de consulting va être avec Eric Moller, qui dirige un bureau d'ingénieurs en génie civil en Suisse. C'est un profil extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il nous a rejoint sur un programme accélérateur. Et en fait, il a tellement performé que son chiffre d'affaires de tout 2024, il a fait en 3 mois avec nous sur le premier programme. Okay. Et aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié de l'année et il a déjà fait quasiment un x2 par rapport à son CA de l'année dernière. Donc là, il a combien de chiffre d'affaires là ? Il est à 1,2 million de francs. De chiffre d'affaires ? Ouais, de chiffre d'affaires déjà réalisé. Donc il a revu ses objectifs à la hausse, il se met un objectif de 3 millions maintenant. Son challenge à lui, et c'est quelque chose qui est très récurrent et qui est revenu beaucoup dans les échanges, c'est vraiment la partie mindset sur la stratégie délégative. C'est une capacité à être vraiment intransigeant, exigeant, sans pour autant se sentir dans une situation conflictuelle ou dans un rapport de force. C'est un profil extrêmement gentil, empathique, pédagogue, mais qui gagnerait en fait à mettre beaucoup plus de structure, de clarté, d'objectifs et même parfois d'intransigeance dans sa stratégie délégative. Ses objectifs sur les prochains mois, c'est premièrement d'améliorer sa marge pour atteindre au moins un 20% de marge sur son activité. Également, il aimerait ajouter beaucoup plus d'automatisation dans son entreprise. Et le troisième point, c'est vraiment avoir une équipe complète et stable pour soutenir son développement. Donc il y a également un sujet de recrutement, mais un sujet de recrutement qui vient le challenger parce qu'avec les équipes déjà en place, il sent que sur la posture, il y a des choses à faire évoluer. Bon, déjà, si l'année dernière, il faisait environ 300-500K et que là, il veut aller chercher 3 millions, c'est-à-dire qu'il fois 10 en un peu plus d'1 an. Ce qui est énorme et ce qui crée quand même des réflexions. Parce que déjà, être gentil et être un bon recruteur, ça ne va pas tout le temps ensemble, alors qu'il a un vrai sujet de team pour pouvoir absorber. En plus de ça, de l'autre côté, il veut maximiser sa marge, mais augmentation de la marge dans une phase d'hyperscale et de croissance, ça ne va pas non plus ensemble. Et les automations, quand tu veux intégrer de l'humain avec ton hypercroissance, souvent tu te mets à mettre des outils, des automations qui sont rapidement obsolètes. Donc il va falloir avoir une vision de croissance et s'assurer que cette croissance qui target ici, elle est durable. Je pense qu'il y a d'une part une nécessité de poser le cadre et de commencer le consulting par presque un audit flash de la situation et de ce qui lui a permis d'avoir cette croissance aussi rapide. À la suite de quoi, de challenger la vision, non pas à 9 mois ou 6 mois, mais peut-être à 3 ans pour savoir où on va et comment on y va. Et puis ensuite, à faire un cadrage étape par étape, d'une part de ce qu'on doit mettre en place et pourquoi,
et d'autre part de toutes les choses qui pourraient l'empêcher d'atteindre la vision. C'est surtout ça qui va lui poser problème parce qu'en fait, il ne sera pas prêt. Il ne sera pas prêt et il ne sera pas assez solide. Il a été habitué pendant toutes ces années à une structure à 300K, 500K, 200K, moins d'1 million. Et là, il veut passer sur une structure à 3 millions. Et on le sait, les problèmes que tu as quand tu fais plusieurs millions ne sont pas les mêmes que quand tu fais quelques centaines de milliers. Sachant qu'il a une structure fixe avec des bureaux fixes, donc des salariés CDI, donc des engagements contractuels importants. Donc il faut aussi bien gérer ça. Et donc il y a aussi un monde dans lequel potentiellement on peut challenger la réflexion sur une dynamique d'outsourcing ou de partenariat stratégique progressivement, qui eux auraient déjà des structures capable d'absorber cette charge sans qu'il ait à faire les recrutements, sans qu'il ait à faire tout ça. Ça permet de répondre en partie à cette forte croissance. Il a aujourd'hui 6 salariés qui sont en présentiel, plus l'équivalent de 15 prestataires intervenants outsourcés. Ok, c'est comme ça qu'il répond à cette croissance. Et exactement. Voir dans quelle mesure ça peut être intéressant d'avoir un manager. Donc, lui créer son organigramme idéal. C'est refaire avec lui son organigramme idéal et peut-être en direct définir un profil idéal juste de cette personne qui serait intermédiaire entre sa vision, sa stratégie et la partie directive directionnelle, puisque aujourd'hui, il a aussi une forme d'amitié développée avec ses collaborateurs et donc il ne peut pas se permettre de switcher d'état d'esprit. Il sent qu'il commence à se creuser un décalage où lui cherche absolument à évoluer et il n'arrive pas à insuffler cette volonté d'évolution chez tout le monde. Donc l'option d'avoir une personne intermédiaire qui manage ou qui donne les ordres ou qui a une posture directive peut être une piste à explorer intéressante. Magnifique. Yes. Content que tu sois avec nous, du coup, pour ce consulting. Déjà, bravo, parce qu'il y a une belle croissance ces derniers mois. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta boîte. On a déjà fait un point préalable avec Anis sur les différents sujets qu'on voulait évoquer avec toi, notamment pour répondre aux problématiques finalement liées à la croissance que tu as eue, mais surtout répondre aux problématiques que tu vas avoir à la croissance que tu veux demain, parce que c'est presque, on va dire, un x10 si on se compare à il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, que tu veux aller chercher d'ici la fin d'année, finalement. Donc c'est énorme comme croissance et donc les problématiques auxquelles tu fais face quand tu fais x10 en si peu de temps, c'est aussi des problématiques de marge, de recrutement, de culture, de process, de standardisation et j'en passe. Donc le but, ça va être de potentiellement aussi revoir les fondations de la boîte, également créer potentiellement un organigramme idéal en projetant justement ce qu'on désire avoir d'ici la fin d'année pour répondre à là où on sera demain et puis là où on sera après-demain également. Voir ce système de marge, même si il y a beaucoup de choses à optimiser à mon sens sur la partie marge, mais souvent quand tu es en forte croissance, ta marge en pâtit un petit peu parce que tu dois structurer, recruter rapidement, agir rapidement, etc. Mais on va pouvoir voir tout ça. Et voilà pour te poser, on va dire, le cadre et la big idea. Eric Moller, j'ai créé un bureau d'ingénieurs en génie civil qui se nomme Oval Ingénieur SA, situé à Châtel-Saint-Denis. Ça fait maintenant 8 ans. Et un petit bureau d'ingénieurs de 7 à 8 personnes aujourd'hui. En quelques mois seulement, je suis passé de 700 000 à 1,2 million. Et mon objectif pour la fin de l'année, c'est de tripler ces résultats. Est-ce que toi, de ton côté, il y a un sujet qui est prioritaire par lequel tu veux commencer? Il y a l'identité qui me turlupine quand même bien, qui pour moi est les fondations, quelque part, qui a une incidence avec l'organigramme, l'organisation. Et je dois dire que moi, les fonctions, les rôles, c'est des questions que je me pose depuis des années. Je les ai triturées dans tous les sens. Concrètement, j'ai de la peine à transformer ça en texte, en limite bien clair et tout ça. Pour moi, ça découle un peu de l'identité, ça découle de la vision. J'aurais besoin de clarifier ça pour ensuite rebondir sur peut-être des choses un peu plus techniques. Dans ton évolution sur les derniers mois, qu'est-ce que tu as senti en termes de résistance ou de frustration dans ton développement? C'est comme si j'avais toujours vu ou prôné ou cru avoir communiqué comme quoi il fallait clarifier les rôles et tout ça. Maintenant, on commence à y arriver, on se dit voilà, il faut faire les choses comme ça. Mais je dis mais bon sang, je l'ai dit depuis longtemps. Peut-être que je l'ai mal dit, peut-être que je l'ai dit dans ma tête, enfin, etc., etc. Et moi, c'est comme si j'avais dû descendre mon niveau d'exigence pour me faire comprendre, pour pouvoir aller de l'avant, parce que je demandais trop sinon. Donc, le fait de descendre mon niveau d'exigence, ça a été très dur pour moi. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu constates ça? C'est comme si ça me fatiguait, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je le répète. Tu ressens de la fatigue, comme une usure. Oui. Pour autant, c'est pas quelque chose que tu as répété. Tu l'as dit une fois, mais dans la projection que si tu devais le répéter tout le temps, tu sens que ça te plombe. Et tu penses que ça te fatigue, ça t'use, parce que tu considères que normalement, on devrait être comment? On devrait être tous proactifs, aller de l'avant, et puis avoir ce moteur qui fait que on va pas attendre qu'on nous dise le faire, on le fait quoi. Pour éviter des problèmes, pour te satisfaire, parce que ça fait du bien de créer, d'aller de l'avant, de penser à la chose avant que le problème arrive, donc il arrive pas quoi. Tu as toujours été dans cette dynamique de proactivité, aussi longtemps que tu te souviennes et que tu as lancé ce business?
Oui, dans le business, mon truc, c'est de deviner ce que mon client veut, quoi, quelque part, d'aller aussi loin que ça. Et donc, tes collaborateurs font exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que comme c'est toi qui prends le lead, eux s'effacent. En fait, ça nous démontre quoi? Pourquoi j'ai voulu t'amener à cet endroit? C'est parce que chaque individu est naturellement proactif, a naturellement de l'énergie, s'intéresse au sujet, propose des solutions à un endroit où il se sent stimulé, où il a l'impression que c'est important pour lui. Dans son échelle de valorisation, c'est plutôt dans le top de la valorisation. Ce qui veut dire que typiquement, si tu as un de tes collaborateurs qui tu estimes à certains moments qu'il n'est pas assez proactif ou qu'il traîne la patte, tu le mets dans son top centre d'intérêt, ça va devenir le leader en fait de cet endroit-là. Et si en plus de ça, il se dit de toute façon, je peux compter sur Eric, c'est lui le boss, c'est lui qui me tire tout le temps et qui me fait avancer, il va avoir tendance à se décharger un petit peu. Donc le fait que toi tu acceptes cette possibilité-là, premièrement, te permet de trouver une solution plus créative que celle de est-ce que je leur cours derrière ou est-ce que je continue à être frustré ou fatigué. Une des solutions potentielles, ça peut être d'identifier le collaborateur le plus proactif, qui donne le plus d'indicateurs positifs en termes de capacité à manager ou à suivre, et lui apporter un titre comme un référent. Ça ne veut pas dire qu'il est un supérieur hiérarchique, mais peut-être qu'il est garant ou référent de certaines vérifications ou de certains rappels. Le fait que lui, ce soit pas sa société, qu'il ait un détachement, mais qu'il ait cette responsabilisation qui démontre aussi ta confiance envers lui, pourrait générer une forme d'honneur, et puis il prendrait ça à cœur. Et donc, plutôt que toi le faire avec tout le monde, tu n'aurais qu'à faire des briefs sur certains sujets avec ce collaborateur. Il pourrait te faire aussi remonter pas mal de data terrain, puisque ce qu'on constate, c'est qu'en termes de process, si un process ou une opération génère de la friction, forcément le process ne sera pas idéalement répété. Ok, ça me parle parce que j'ai 2 collaborateurs que je suis en train d'élever. Et ils se portent très bien quand je suis pas là, quand je suis en vacances, j'arrive et puis je reprends le lead. Et puis du coup ça me revient, et puis je dis bon sang, ils se sont débrouillés quand j'étais pas là. Et puis quand je suis là, on revient à l'ancienne. Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte de reprendre le lead sur le sujet proactif, apporter des solutions, alors que 2 autres collaborateurs ont démontré qu'ils pouvaient te soutenir dans ça? Ça me fait du bien. Et le paradoxe, c'est que ça me fait pas du bien. Tes 2 collaborateurs que tu évoques, ils s'appellent comment? Maxime et Christopher. Si on avait Maxime et Christopher à côté de nous et que eux devaient choisir pour toi un périmètre de responsabilité qui est dans ta zone de génie et te dire écoute Eric, laisse-nous croître dans ce sens, ils te proposeraient quoi? C'est drôle parce qu'ils le font naturellement. C'est maintenant, on te laisse t'occuper des offres et puis des contacts clients, et puis eux me déchargent l'opérationnel. C'est assez dingue, hein. Ce que tu viens de dire, c'est qu'ils le font depuis quelques semaines. Donc il se passe quelque chose. Donc ce serait les offres et Offre, acquisition, relation client. Relation client et donc développement commercial de l'entreprise. Ouais. C'est un truc où toi, tu te vois avoir du leadership et être force de proposition sur ça et puis développer cette partie-là? Pour l'instant, c'est vraiment ce qui m'anime, Ouais. ce qui m'allume. Après, il y a aussi la stratégie de développement et quelques projets un petit peu des eaux un peu plus difficiles à ranger ou qui demandent un peu plus de recul, un peu plus d'expérience que j'ai envie de me garder. Bien sûr. Parce que ça me fait aussi du bien. C'est important. Du coup, plusieurs questions par rapport à la délégation au recrutement. Je vois recrutement compliqué, difficulté à ne plus être gentil. Dans quelle mesure t'es trop gentil? C'est quoi être gentil? Gentil, c'est vouloir faire plaisir à tout le monde. Ok. Et puis, peut-être pas assez cadrant. J'ai l'impression que moi, je suis un peu en mode famille dans mon bureau. Donc, quelqu'un qui va pas, qui fait pas bien les choses, c'est difficile pour moi de dire, voilà, on va trouver quelqu'un d'autre. C'est vraiment un réel problème. Mais est-ce qu'il y a un intermédiaire entre ça va et ça va pas, on va trouver quelqu'un d'autre? Il y a plein d'intermédiaires. Enfin, je vais mettre en place des étapes, beaucoup d'étapes. Maintenant, je mets des OKR. Donc, il y a une possibilité de changer, de s'améliorer. De recadrer. De recadrer. Donc, et c'est nouveau. Ça, c'est la première fois que je le fais aussi rapidement, en fait. Pour la personne, c'est difficile aussi. On peut pas changer du jour au lendemain. Quand il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la connaissance. Donc, Quand tu dis on n'a pas la connaissance, c'est-à-dire à quel propos? Par rapport à une expertise en particulier dans ton métier? Dans mon bureau, on a plusieurs métiers, principalement ingénieur, dessinateur. Ouais. Après, c'est secondaire. Donc, dans le métier de dessinateur, il y a un fond, il manque l'expérience, la pratique. Face à ça, tu as 2 choix, du coup. Soit mettre en place un environnement propice au fait qu'elle évolue et attendre qu'elle évolue, soit prendre quelqu'un de plus expérimenté. Oui. Et donc, si tu écoutes le choix, on va dire, de ton côté gentil de ton cœur, tu as envie de lui laisser tout le temps qu'il faut. C'est ça. Pour grandir. Mais si tu écoutes l'entrepreneur qui prend des décisions purement rationnelles, c'est quoi le meilleur choix? Il nous faut quelqu'un qui soit autonome et puis qui délivre et puis qui avance, quoi. C'est pas problématique d'être gentil, au contraire. Si c'est ta personnalité, tu peux amplifier ce trait de caractère-là.
Et en fait, gentil, ça peut aussi aller avec juste, ça peut aussi aller avec exigeant, ça peut aussi aller avec bienveillant, avec quelqu'un qui fait grandir les autres, quelqu'un qui les pousse à s'améliorer. En fait, gentil va avec tous ces éléments-là. C'est pas aux antipodes, c'est pas contraire avec tous ces trucs-là. Et à partir du moment où en fait tu vois en toi que tu es gentil, mais que tu peux aussi être, alors, je sais pas si on va biper, mais tu peux être le pire des en tant que dirigeant, tu vois en toi une réalité. C'est-à-dire que en tant qu'individu, tu as tous les adjectifs en toi. Mais quand tu prends conscience que tu as ce potentiel d'être les deux faces d'une même pièce, tu fais le choix d'être bienveillant, gentil, mais en conscience. Ça veut dire que quand tu le fais en conscience plutôt que ça te dirige, tu gagnes plus de liberté. Et là, c'est là où tu es vraiment puissant. Ce coaching m'a permis de mieux percevoir les contours de la bienveillance. En fait, ces limites que je me donne ou la peur d'être un méchant ou d'être trop gentil, j'y vois mieux les contours, disons, avec tout ce qui a été discuté, avec la structure à mettre en place et aussi la sécurité que je peux avoir due à ce thème, pour moi, qui est important, d'être gentil ou trop gentil, ou pas assez cadrant, pas assez autoritaire, etc. Donc j'ai pu prendre conscience de quelques éléments, effectivement. Tu peux me partager l'entonnoir ou les étapes de recrutement aujourd'hui qu'elle met en place ou que toi tu mets en place? Oui, le profil, c'est un peu la même chose. Donc, en tout cas, elle met en place, donc elle reçoit des candidatures. Si elle voit quelque chose qui pourrait m'intéresser, elle analyse, elle me fait une fiche. Puis limite, elle m'appelle, elle m'explique qu'elle l'a déjà rencontré, reçu, puis elle m'explique, elle sait. En tout cas, elle sait le côté humain que j'aime, tout ça. Et puis après, si la personne est d'accord de me transmettre ses CV et tout ça pour aller à l'étape suivante, donc moi, je reçois le tout. Je fais mon analyse à moi en fonction de ma scorecard et puis de tout ce qui est important pour moi, mes valeurs. Enfin, je suis allé assez loin dans l'analyse. Et puis là, il y a des warnings, pas des warnings, des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. Dans le travail qu'elle fournit et dans le deal que tu as avec elle, est-ce que tu as la possibilité, toi, de mettre en place des systèmes pour recruter ou pas? Oui, j'ai le droit de faire ce que je veux encore. Ouais. Est-ce que tu nous permets de te proposer quelque chose en parallèle? Parce que c'est des postes qui sont importants. Ah, totalement. Parce que personnellement, j'ai rien fait. J'ai pas eu le temps. J'ai pas mis ça en priorité alors que c'en est une. Je peux te proposer quelque chose qui te prend en préparation peut-être 1 heure et ensuite pour auditer ou suivre les différents candidats, ça te prendrait peut-être 5 minutes par candidat en pré-évaluation et après en premier entretien 30 minutes à 1 heure. Oui. Identifier en première étape les job boards où les gens vont aller regarder les annonces. Donc ensuite tu as job.ch, il me semble. Oui. Ça c'est pour moi c'est la première étape fondamentale. La deuxième étape, c'est prendre conscience qu'il existe aussi des communautés en ligne par typologie de métier. Une fois que tu identifies les job boards et les groupes qui peuvent concentrer des gens qui sont intéressés par changer d'emploi ou chercher un job, bien la deuxième étape, ça va être simplement de reprendre le travail que tu as fait en amont, de te dire j'ai les valeurs, je connais le profil, parce que tout ça tu l'as déjà fait. Tu le passes dans ton GPTs et tu rédiges une annonce sexy. Une annonce sexy, c'est quoi? C'est une annonce qui se met à la place de ce candidat et qui écrit comme une page de vente, une annonce qui va attirer ce candidat sur mesure par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il cherche, etc. Une fois que tu as ça, tu mets une annonce en ligne. Si tu as la possibilité et que c'est OK dans ton système de travail par rapport à la réglementation de ton métier, etc., si tu as la possibilité aussi d'aller chercher en France, parce que tu as plusieurs possibilités de le faire, je t'invite en plus des plateformes suisses à utiliser une plateforme qui s'appelle join.com. C'est une plateforme de multidiffusion. Et en fait, cette plateforme, elle va diffuser pour toi sur plein de plateformes. Et ça va t'éviter de le mettre sur plusieurs sites. OK ? Pour booster ton annonce, tu vas peut-être rajouter un budget au mois de 500 €, d'accord, ou 500 francs suisses, mais vu que c'est en dollars, euros, ce sera en euros. Et tu vas choisir le pack LinkedIn plus Indeed. Tu vois, tu peux le noter. Et comme ça va diffuser en plus un boost sur ces deux plateformes-là. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer au bout de 48 à 72 heures à avoir des premiers CV qui vont tomber. Et à chaque fois que tu as un CV, tu vas recevoir un email. Toi, ce que tu fais, une fois que tu as le CV, tu le passes d'abord dans ton GPTs et tu vas lui demander une évaluation, une compatibilité de ce profil et tu vas le checker un petit peu. Si sur base de ça, ça t'intéresse, tu le passes pas en entretien. Tu lui fais un petit email. Merci beaucoup Didier pour votre postulation. Votre profil a retenu mon attention. Pour passer à l'étape suivante de notre process de recrutement, pourriez-vous s'il vous plaît me faire une vidéo Loom ou équivalent de 5 minutes en répondant à ces 2 questions, 5 minutes maximum s'il vous plaît, et me joindre en complément. Je sais pas s'il existe des portfolios chez les dessinateurs, des choses qu'ils ont déjà réalisées ou quoi. Oui. Voilà. Si ça fait sens,
Tu demandes ça. Ça va te permettre de faire quoi? Sentir l'énergie, voir comment la personne s'exprime, tu vois, voir s'il y a une incohérence dans ce qu'il dit, son parcours, etc. Tout ce que je fais quand je fais un one-to-one, Ouais. quoi. Sauf que là, tu gagnes du temps parce que tu es dans une période où le temps est important pour C'est toi. automatisé en plus. Et à partir de là, tu as la possibilité, encore une fois, de prendre le transcript Photom, de le mettre dans le GPTs et de donner le travail. Et tu dis à l'IA, analyse-moi la correspondance de ce profil par rapport à ce que je cherche et fais-moi un tableau d'évaluation pondéré. Il va te mettre pour chacune de tes scorecards un pourcentage de comparaison. Ce travail-là, il y a fort à parier qu'il va peut-être apporter 10 fois plus de résultats que le cabinet d'à côté. Et ensuite, seulement à ce moment-là, si vraiment il y a quelque chose, un profil intéressant, là, tu as fait 0 effort pour l'instant, tu vois, c'est tout, voilà. Là, tu peux prendre un entretien visio pour aller un peu plus loin, comprendre quelle est sa disponibilité, est-ce qu'il est déjà en poste, qu'est-ce qui l'intéresse dans la boîte. Tu fais tes questions habituelles d'entretien. L'avantage, c'est que tu auras des profils français, donc avec une rémunération qui est aussi potentiellement différente, même s'ils sont en indépendant. Est-ce que ce process, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux explorer, implémenter? C'est quelque chose qui m'intéresse autant pour l'ingénieur, même le dessinateur, qui est peut-être un peu moins sur certaines plateformes que l'ingénieur, et puis pour l'assistant ou le stagiaire commercial. Même si c'était quelqu'un qui est technicien de surface et qui vient faire de l'aide ménagère ou voilà, dans tes bureaux, c'est le même protocole. Oui. En fait, tu fais beaucoup moins d'efforts, tu as beaucoup plus de pertinence au recrutement et tu fais que des entretiens vraiment très très ciblés et millimétrés. Ah, ça me plaît. Ok. Ce serait une bonne chose qu'on fasse son organigramme idéal. Oui. On peut en faire un dessin, on peut se le projeter, enfin peu importe. Mais dans un monde idéal, ce serait quoi ton organigramme d'ici la fin d'année qui te permet d'absorber 3 millions de chiffre d'affaires annuel en prenant en considération donc les 6 personnes que tu as actuellement, en faisant des ajustements si nécessaire, peut-être pas en termes de profil si tu veux les garder, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une notion d'ancienneté, d'amitié, même que c'était créé, etc. Donc je comprends, mais peut-être que tu vois, il y a des ajustements, parfois dans une boîte, il y a des rôles qui changent et qui évoluent selon l'évolution de la boîte aussi. Comment tu verrais les choses toi dans un monde idéal, ton organigramme? Alors moi, en prenant en compte dans un premier temps ton rôle à toi, oui, parce que ton rôle à toi, ton poste à toi, tes responsabilités à toi vont aussi évoluer en même temps que la boîte, parce que si toi tu n'évolues pas, la boîte arrêtera d'évoluer. T'es la locomotive de la boîte. Oui. Alors, moi, je me vois en haut de la pyramide, c'est mon rôle. C'est aussi quelque chose que j'ai réintégré ces derniers mois. C'est mon rôle de dirigeant, de directeur. Et ça change tout, hein. Vraiment, quand je me positionne comme ça, déjà, ça me fait du bien, puis je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Donc, en dessous de moi, par rapport à l'opérationnel, il y aurait 2 directeurs opérationnels. Donc, théoriquement, ils me doivent des comptes et j'ai plus besoin de rentrer dans l'opérationnel. D'accord. Théoriquement. Tu peux me décomposer leur zone de responsabilité à chacun? Ces 2 directeurs, il y a un ingénieur et puis un dessinateur technicien, mais il a tout de l'ingénieur sauf le calcul, si on veut. Donc, il a la philosophie entrepreneuriale et c'est juste mon top, quoi. Donc, il a un côté opérationnel, technique et tout ce qu'il faut. À eux 2, ils gèrent tous les chefs de projet. Des chefs de projet similaires ou différents? Comment on a personne ou bien Tu vois, par exemple, prenons un exemple très concret. Chez nous, si on devrait se dire qu'il y aurait aussi 2 personnes, tu aurais par exemple Anis d'un côté qui gère tous nos experts, donc c'est le côté plus delivery, tu vois, et puis Axel qui gère tous les sales, donc c'est le côté purement vente. Ouais. Donc il y a une séparation, une dissociation parfaite, parce que Anis est en lien avec une équipe, Axel avec une autre, et ils me rendent des comptes à moi. Toi, dans ton cas, est-ce que ce sont toutes les mêmes personnes en dessous et ils vont d'un côté rendre des comptes à Christophe, de l'autre côté rendre des comptes, ou Christopher, excuse-moi, et rendre des comptes à Maxime? J'ai pas fait cette dissociation par rapport en fait, un chef de projet, il gère un projet. Parce qu'en l'état, tel que tu l'imagines, aujourd'hui, ce seraient 2 profils qui font les mêmes rôles, mais simplement pour se dispatcher la charge de travail, ce seraient 2 responsables. C'est drôle parce que j'ai l'impression, je prends conscience que je suis en train de répéter ce que j'ai eu dans ma vie d'avant. Là, tu vas répéter ça parce qu'en fait, tu crées une ligne sur ton papier, je le vois, alors que tu devrais créer des silos. Le but d'un organigramme en profondeur, c'est la transversalité. Et un élément qui est très subtil, mais qui fait beaucoup la différence, c'est aujourd'hui, tu n'as peut-être pas besoin de nommer quelqu'un directeur opérationnel. On n'est pas pas une boîte de 100 collaborateurs ou t'es pas un grand groupe. Tu peux peut-être simplement le nommer dans un premier temps responsable opérationnel ou référent ou quelque chose comme ça. Ça a l'air de rien, mais un simple mot change beaucoup de choses sur la pression de la personne, sur la rémunération qu'elle va demander, sur toi, l'attente que tu vas avoir envers elle. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes 6. Tu vas pas avoir un directeur opérationnel. C'est vrai que ça, c'est venu, j'ai fait une projection à 5-10 ans, puis je me suis dit, ça serait comme ça. Exactement. Le responsable a la responsabilité de quelque chose, le directeur donne la direction. Donc, je garde la direction, finalement, dans la taille qu'on est. Voilà.
C'est moi le directeur, un responsable opérationnel et l'autre personne, quel poste je peux lui donner? La question, c'est pas ça. C'est de quel poste as-tu besoin? Ouais, c'est juste. Donc, responsable opérationnel, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est, de tous les chefs de projet. Il y a à chaque fois un chef de projet, mais des fois, il n'y a qu'une personne sur un projet. Donc, Bien sûr. Donc, il y a le chef de projet, puis après, dessous, ce chef de projet gère un ingénieur, un dessinateur, un technicien. L'ingénieur, il calcule le dessinateur, il délivre des dessins, puis le technicien, il suit le chantier. En fait, c'est 3 rôles bien distincts et ils apparaissent sur chaque chantier, chaque projet, en fait. Et le chef de projet, il coordonne les 3? Oui. Okay. Et quelle qualité il doit avoir, ce chef de projet? Il doit être capable d'avoir un peu de recul, d'avoir une maîtrise financière sur le rendement du projet et capable de sentir les ressources qu'il a besoin. Et puis les warnings qui font que ça suit pas, et puis les deadlines, en fait. Et qu'est-ce qui s'échange en flux d'informations entre un chef de projet et un responsable des opérations? Et c'est le prix de revient de l'affaire, essentiellement. Et c'est le manque de ressources. C'est d'un coup, donc au point de vue temps, il doit rendre des comptes s'il est toujours dans la ligne, par rapport aux honoraires. C'est s'il est bon dans le planning. Ouais. Et ou s'il lui manque des ressources, ou s'il a des gens qui savent pas quoi faire. D'accord. Et donc, tu as le responsable des opérations qui, lui, fait quoi? Prendre des décisions sans toi, ou pas toutes les décisions, que certaines décisions? Alors, j'aimerais qu'il puisse prendre des décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sans me référer. Donc, il faudrait que lui puisse avoir carte blanche pour remanier d'autres projets, enfin, reprendre des ressources pour les affecter ailleurs. C'est vrai que je suis encore trop dans le responsable opérationnel, moi. Moi, je te pose cette question parce qu'il y a 2 possibilités. Soit tu as besoin d'aucun responsable opérationnel, si au final, c'est vers toi que reviennent toutes les décisions. Et possiblement, tu n'en as pas besoin parce qu'au niveau des règles, une fois qu'elles sont bien expliquées, dès que ça dépasse de la zone rouge, toi, tu le sais. Ou soit tu te dis, j'ai un responsable des opérations qui, lui, a les règles de fonctionnement et toutes les règles de décision. Alors, j'ai un exemple. Jusqu'à 50 000 € d'impact sur un projet, il t'en réfère pas. Il a cette capacité décisionnelle que tu peux élargir progressivement. J'ai envie de faire ça, parce que ça, c'est pour moi le seul moyen de pouvoir me sortir de ce qui se passe sur ce projet, sur le chantier, quoi. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Je suis trop présent. Je suis trop à échanger, ce sur quoi on a mis le doigt au début. Tu n'échanges quand même pas avec les chefs de projet? Si, j'en suis aussi un, moi, sur certains. On a 60 projets en cours. Donc, ça veut dire que tu as 60 chefs de projet? Non, tu as des chefs de projet qui ont plusieurs projets. Ouais. Et tu as des diagrammes de Gantt extrêmement clairs avec des calendriers? Oui. Voilà, on est encore sur Excel, un manuel et tout ça, mais c'est super clair. Chaque projet, il y a une ligne pour le chef de projet qui délimite le projet, puis après, il y a une ligne ingénieur, dessinateur. Puis à chaque fois, il y a le principal et son remplaçant. C'est grandiose, parce qu'on est que 6, mais il faut que s'il y en a un qui est absent, vers qui on va. Donc ça a le mérite d'être assez clair. Vous êtes 6, mais après il y a aussi les 15 ou 11 et 15 partenaires externes. Ouais, exactement. Ouais, on peut donc aussi, donc c'est quasiment une vingtaine de personnes globalement. Et puis là, ça apparaît dans cet élément-là. Tu penses pas que dans un premier temps, il y a besoin que d'une personne qui soit responsable des opérations pour prendre certaines décisions? Oui. C'est drôle parce qu'en le disant, je me suis rendu compte que ça devient un peu aberrant. C'est une machine. Et même si tu as de l'affect pour les deux, tu les apprécies, ce n'est pas pénaliser l'autre que d'en mettre un responsable des opérations parce que finalement, c'est une responsabilité. Et l'idée, c'est d'identifier qui répond le mieux. Parce que ce qui se passera après, c'est qu'avec le développement commercial qui continue comme tu es en train de faire, dans quelques mois, le copain, il va prendre le relais aussi. Et toi, tu seras entraîné dans la relation avec un et il pourra même le former. Et enfin, voilà. C'est ça, c'est de bien communiquer, j'imagine, d'être le plus clair et puis de dire voilà, c'est une évolution. Après, il y a aussi une autre option. Alors, ça dépend des environnements, mais on peut aussi choisir l'option du testing. Ou par exemple, tu les mets les deux successivement ou en parallèle sur des missions de responsabilité opérationnelle et tu évalues à l'issue d'un mois, par exemple, de test, qui souhaite et qui performe mieux. Mais je pense que tu as ton idée de qui performe mieux sur ça par rapport aux critères que ça demande. Ouais, c'est vrai que les deux demandent à ça, à aspirer, à se développer. Ouais. Voilà, s'il y en a un qui est pas contenté, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Et c'est que son tour viendra sur la prochaine opportunité, qui sera peut-être différente. Ce sera peut-être pas sur un responsable des opérations. Là, c'est pas une promotion, c'est un besoin qui apparaît, et donc c'est une opportunité qui correspond plus à l'un ou à l'autre. Il y a rien de pire que donner une opportunité à quelqu'un à qui ça correspond pas. Tu rends service à personne. Oui,
Oui. Tu vois. Donc, c'est pas pour être copain ou pour faire plaisir qu'on fait ça. C'est pour l'entreprise. Et l'entreprise est au service de ses clients et bénéficie aussi à tous les collaborateurs. Ouais. Ok, c'est bon. Good. C'est bon. Allez. J'ai manifesté le besoin de clarifier ma position dans mon entreprise. Ça fait longtemps que ça dure. Ça a été un chemin long et difficile pour moi jusqu'à aujourd'hui parce que peut-être que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à assumer toute ma responsabilité, que ce rôle de dirigeant, de leadership. Je rebondis, tu vas me dire que c'est un détail, mais tout à l'heure, tu as dit que Fatome, tu l'avais pas encore en place. Oui, parce que mon informaticien, il connaissait pas le programme. Par contre, tu as un bureau. J'ai un bureau, Et mais dans votre bureau, vous êtes 6. oui. Et moi, je vois ton équipe là, que ce soit Christopher, Maxime ou même Laetitia. Ils ont l'air quand même relativement jeunes. Ça veut pas dire que Florian ou Corinne ou toi, vous êtes vieux, hein. Mais voilà. Expérimenté. Mais je suis quasi sûr que Christopher, il tape 3 recherches sur Google, il sait comment ça marche Fatome, il te le met en place. Oui, totalement. Et du coup, ma question, c'est pour ça que je te pose cette question, c'est à quel point, toi maintenant, tu es un dirigeant, on va dire, dirigeant augmenté. Tu vois, tu ChatGPT, tu as des GPTs partout avec ce qu'on t'a partagé, tu as ton Cloud ici, tu veux mettre Fatome. À quel point tes équipes, ce sont des collaborateurs augmentés eux aussi? Typiquement, dans quelle mesure Corinne, elle vit intelligence artificielle et elle a multiplié par 6 sa productivité au quotidien? Alors, ils sont pas encore augmentés. Ok. Ils me suivent d'un œil intéressé et curieux. Ils voient qu'il se passe des choses. Mais au final, j'ai encore pas pris le temps de les augmenter aussi, en fait. De leur permettre de s'augmenter. Ouais, moi je pense qu'il faut pas prendre le temps, il faut les autoriser à le faire d'eux-mêmes. Et aussi un petit peu leur imposer à le faire d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent, comme l'a très bien dit Anis il y a un instant, que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Si tout le monde est plus productif, si tout le monde arrive à plus avancer, si tout le monde est plus rentable, est plus rapide, surtout dans une phase de croissance comme tu vis aujourd'hui, où tu vois, tu parlais tout à l'heure de fichiers Excel, etc. Votre organisation fonctionne aujourd'hui, mais là, vous avez 60 projets. Demain, vous avez 300 projets. Votre fichier Excel, ça risque de il y aura peut-être quelques limites, ça va être complexe. Donc, il va falloir passer peut-être sur un outil ERP centralisé de workflow spécifique à ton métier, ou alors sur Monday, ou des choses un petit peu plus spécifiques avec des templates, des automations dans tous les sens, etc. Ça va demander de la mise en place, certes, mais une fois que c'est en place, c'est très bien. Tu vois, le fait qu'ils te suivent avec un regard curieux, c'est bien, mais pas suffisant. Ils devraient vraiment te suivre dans l'action. Dans le fait d'implémenter les choses tout de suite. Le fait de pouvoir trancher en restant juste, sans trahir ses valeurs, c'est qu'une question de posture et de compréhension de la valeur. Mais pas la valeur au sens vision, rituel, valeur d'une entreprise, mais la valeur au sens apport de valeur ajoutée dans l'entreprise pour atteindre les objectifs. Je m'explique. Quand par exemple, il a l'impression que on veut demander aux collaborateurs d'être plus productifs, d'être plus efficaces, d'être plus performants, grâce à des outils, grâce à de l'intelligence artificielle ou grâce à une remise en question de leur façon de travailler à certains égards, c'est pas dans une démarche purement mercantile des choses, c'est dans une démarche de servir mieux leurs clients, dans une démarche de grandir ensemble, dans une démarche de pouvoir aller chercher d'autres objectifs, dans une démarche de pouvoir aussi derrière mieux les rétribuer, mieux les apprécier à leur juste valeur et derrière, eh bien, les incentiver, les récompenser, comme c'est d'ailleurs le cas pour 2 collaborateurs près desquels il l'a évoqué, hein, il aimerait leur permettre à terme d'entrer au capital de l'entreprise. Je pense que c'est un changement de posture, de compréhension pour pouvoir le diffuser, l'appliquer sans pour autant créer de la friction, de la tension en interne. Pour en revenir à l'organigramme idéal, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que tu n'as pas besoin de ces 2 directeurs d'opération. Aujourd'hui, tu as peut-être besoin d'un référent qui va pouvoir superviser ces chefs de projet, que, comme tu le fais toi-même, les chefs de projet peuvent faire plusieurs choses et tout le monde peut être un peu sur certains projets parce que c'est encore une petite équipe. Mais dans un monde idéal, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de te dire, et si dans 2026, je suis chef de projet d'aucun projet et que mon seul projet, c'est Oval, c'est la boîte, c'est développer. Comment je ferais? Oui, ça me fait drôle de l'entendre, déjà. Intéressant. Juste, hein? Ouais, ça sonne. Ouais, travailler sur ma boîte plutôt que dans ma boîte. C'est ça ton projet. Et t'es le chef de ce projet. Mais tous les autres projets, c'est bien, c'est tes clients et c'est important d'avoir un œil de supervision et de mettre en place une méthodologie, etc. Mais c'est pas normal. Moi, tu vois, c'est le premier truc qui me choque quand tu me dis j'ai 60 projets et je suis moi-même chef de projet dans certains trucs. Bah, pourquoi tu fais un organigramme alors? Oui, parce que j'ai envie d'être agrandi, puis c'est comme si je posais l'organigramme futur. Bien sûr. On s'entraîne. Bien sûr. Ouais. Je comprends. Mais du coup, c'est important de déjà s'intégrer progressivement dans ça et que toi-même, tu t'autorises à remonter les échelons et peut-être qu'aujourd'hui,
tu es à 40% chef de projet, 10% responsable et puis 20% directeur et puis 30% fondateur. Et progressivement, tu passes de 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60, jusqu'à 100%. Et puis tu vois, de se donner une target à 2026, c'est dans plus ou moins 6 mois. C'est pas tombé sur la tête, quoi. Parce qu'il y aura des recrutements, parce qu'avec la méthodologie que tu as décrite tout à l'heure à Nice, au niveau de tes recrutements, tu vas certainement être plus efficace que la personne que tu as engagée. Et ça, c'est quand même une réalité du marché aujourd'hui. Ça veut pas dire que les gens sont nuls, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et la technologie, si on la maîtrise, 90% des gens qui savent utiliser ces outils sont meilleurs que des gens dont c'est le métier. Donc, tu vois, typiquement, demain, même toi, tu voudrais être administrative, financière, facturation. Je t'augmente à l'IA et je te donne les bons outils. T'es meilleur que 99% des assistantes administratives et financières. Oui, d'accord. Pourtant, à la base, t'es ingénieur en génie civil. Et ce, dans toutes les fonctions support, ça s'applique. Recrutement, admin, finance, SAV, j'en passe, et même dans d'autres fonctions des entreprises. D'accord. Site web, demain, si tu veux, ce soir, faire ton site web via de l'IA, tu tapes dans un petit canal, dans un petit module, ce que tu veux exactement comme site web, tu lui donnes 2-3 trucs, demain matin, tu l'as ton site. Et ça t'aura pris, une soirée. Ouais, c'est fou, quoi. Tu vois. Voilà. Donc, en fait, il y a cette notion, mais l'idée, c'est pas de partir dans ce débat, mais c'est plus d'intégrer cette culture de l'innovation au sein de tes équipes pour progressivement l'imposer. Le plus gros déclic que j'ai eu sur ce consulting, là j'ai l'image, c'est le dessin de mon organigramme. Aussi simple que ça peut l'être, pour moi c'est une image qui reflète vraiment l'état d'aujourd'hui, la peine que j'ai de me sortir de cette espèce d'ancrage dans lequel je suis. Et grâce aux outils, aux prises de conscience, aux conseils et au travail que nous avons fait ensemble, je peux clairement voir le deuxième organigramme, celui que je vais mettre en place dès aujourd'hui et pour les mois qui viennent. Avant qu'on passe à un point qui est hyper important pour moi qui concerne les marges, nous on a intégré toute ta data en interne avec notre outil. Et puis effectivement, quand on parle de 2024 1,2 million, malgré cette croissance, etc., on peut voir sur base de tous les éléments dont on a parlé que on terminerait sur un EBITDA estimé brut idéal de 23%. C'est-à-dire que tu as 45% sur des salaires, 12% environ sur des sous-traitants, 20% sur des charges fixes diverses, et donc 77% de charges totales d'exploitation. Mais que avec les projets déficitaires, le retard de facturation, les charges exceptionnelles en tout genre, et j'en passe, on passe de 23% à 0, voire 5% maximum. On va voir d'abord comment on peut aller grappiller dans ces 23, donc éliminer le maximum de projets déficitaires, éliminer le maximum de retard de facture, voire des factures des impayés, éliminer le maximum de charges exceptionnelles qu'on n'a pas anticipées, et puis après on viendra optimiser le reste. Mais avant ça, un premier point, c'est tout bête, mais aujourd'hui c'était un certain temps que tu as implanté, ce serait top de mettre à jour ton Google My Business. Ça prend pas long, et typiquement tu vois ton assistante administrative, elle peut tout à fait poser des questions à ChatGPT si elle n'y arrive pas, et puis le mettre à jour avec la bonne photo, les bons éléments, les bonnes images, les bons trucs, les bons liens, pareil sur les réseaux on va voir, et surtout mettre en place un système où tes clients peuvent recommander l'entreprise, devenir peut-être même ambassadeur, sachant qu'en plus tu as une mauvaise note sur local.ch. Donc en fait, les gens se concentrent sur la mauvaise note de local.ch qui est mieux référencée d'ailleurs que Google plutôt qu'autre chose. Ensuite, le site, je vais pas trop en parler parce que de toute façon, il va être revu intégralement. Oui. Mais s'il y a un truc pour moi à ajuster dans le site, enfin 2 choses. La première, c'est le moins d'onglets possible. Donc cette vision tunnel de vente, c'est une très bonne chose. Mais surtout, pour moi, c'est de connecter un outil type Call Page ou équivalent ou Calendly ou peu importe, mais un seul appel à l'action, un seul call to action qui permet soit d'avoir un devis qui envoie directement la data dans un ERP, dans un CRM et où les gens peuvent être traités le jour même, recontactés le jour même. Tu parlais tout à l'heure de la réactivité. C'est vraiment un point fort qu'il faut garder selon moi. Ou alors cet outil qui permet d'être rappelé en 28 secondes. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, en plus, c'est propulsé à l'IA. Local.ch, faut le mettre à jour. Faut voir comment tu peux faire remonter ta note. Ça doit être un OKR de ton assistante, ça. Oui. Parce que ça donne une mauvaise image, alors que
bah voilà, je vois aussi le sérieux, ce que vous faites, et puis il n'y a même pas de sujet. Et en fait, vous êtes dans un déficit, non pas de compétences, mais d'image, de marketing et de communication. Et ça peut vous desservir à long terme. Pareil, sur LinkedIn, à mon sens, il y a quelque chose à faire et à réactiver, mais surtout sur ton compte personnel. Ça vaudrait le coup de développer cette partie-là. Et ça peut être quelque chose que tu peux déléguer aussi, soit à ton assistante, soit avec une assistante virtuelle que tu vas payer 500 ou 600 francs par mois, avec des process ultra clairs sur la partie édito de ta boîte, prendre quelques photos, quelques éléments dans tes projets, dans tes bureaux, et ça va pas coûter excessivement cher. Ici, j'ai analysé le trafic que tu as sur ton site. On n'a pas le détail, on sait juste que c'est 100% suisse, qu'il y a très peu d'ads, mais ça, je l'ai vu, il y a très peu d'ads, voire zéro. Et puis, c'est quasiment que de la recherche directe, donc des gens qui tapent ton nom, etc. Par contre, quand tu fais de la recherche directe, tu te rends compte d'une chose, c'est que tu as ton site ici, oval-p.ch, puis tu as oval-p.ch.croa.ch. Et ça doit être le sous-hébergeur de ton site. Donc, en fait, c'est un duplicata de ton site, mais qui vient déréférencer en SEO ton site. C'est pas bon. Donc, avec ton informaticien, je pense que 1, il faut lui demander pourquoi, et 2, il faut changer d'informaticien. Ouais. Parce Oui, que c'est on pas est normal, d'accord. ça. Ouais. Bon, après, tes réseaux, je pense qu'il faudra les réactiver, mais en tout cas, c'est quand même bien. Il y a des trucs qui sont faits. Sur la partie site internet, je suis pas certain que, comme on disait, qu'en fait, il faut plutôt changer de prestataire dans le sens où c'est pas un informaticien qui fait un site internet. Un informaticien, c'est peut-être bien pour les soucis techniques, mais là, il y a besoin d'un expert en création de site web. Ouais. Une touche de copywriting éventuellement, mais maintenant que tu sais faire les bénéfices et tout, peut-être que tu n'as même pas besoin avec l'IA. Donc, dans une semaine, j'ai mon nouveau CRM et puis dans 2 à 3 mois, j'ai 80% de ma boîte qui est automatisée, harmonisée et tout ça. Donc, Pourquoi pas 6 semaines? 2 à 3 mois, c'est long. c'est long parce que je fais attention à mon équipe, parce qu'ils Faut ils pas ont trop les fatiguer. ils ont beaucoup de travail et Ouais. tout. Et ouais, T'as raison. Moi, je le fais en 2 semaines. J'ai pas raison. Moi, je serais toi, ce serait bien de les challenger. Je pense que si, comme moi, ils comprennent l'avantage et le bénéfice qu'il y a à agir vite, Ouais. et puis c'est pas la fin du monde, c'est quelque part, on arrive sur des outils qui sont beaucoup plus intuitifs, faciles, légers, intercommunicants, c'est pas une difficulté, quoi. Moi, je te corrige, excuse-moi, je te corrige, c'est la fin du monde. Parce que si tu n'appliques pas ça, et que vous faites pas le tournant du digital, des automatisations, de l'intelligence artificielle, c'est la fin du monde, c'est la fin de votre boîte. Et il faut vraiment leur faire prendre conscience. Aujourd'hui, il y a 2 mondes. Il y a celui de ceux qui vont et qui sont en train de faire ce tournant technologique de l'IA, des automatisations et j'en passe, et il y a celui de ceux qui ne veulent pas faire ça. Et soit ils sont suffisamment riches pour continuer à perdre de l'argent et être déficitaires à terme pour mettre de l'eau dans une baignoire percée, puis ils resteront le temps qu'ils resteront, soit ils sont suffisamment fous pour continuer à avancer et à se prendre un mur après l'autre jusqu'à ce que ce soit le dernier, quoi. Et donc, faut faire prendre conscience à tes équipes que c'est pas qu'une question de productivité, de chiffre d'affaires, de rentabilité. Au contraire, c'est une question de survie pour la suite et pour la boîte. Eric, la problématique, c'est que il a un leadership trop gentil. Il a des collaborateurs qui ont une certaine ancienneté, avec lesquels il a créé un lien d'amitié, et donc il n'ose pas forcément imposer. Donc malheureusement, ce lien de subordination fait qu'il a plus tendance à faire par lui-même que faire. Surtout, il veut pas changer les habitudes de ses collaborateurs. Mais il n'a pas le choix. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la technologie, avec différents outils qu'il utilise qui sont obsolètes, et je pense que au niveau de toute son entreprise, à Eric, il a des gens qui sont volontaires, qui sont motivés, qui sont très compétents dans ce qu'ils font, et c'est propre à beaucoup d'entreprises, et qui plus est en Suisse. C'est pour ça que la Suisse a certaines réticences parfois aux nouvelles technologies, au digital marketing, et à l'intelligence artificielle, ou j'en passe. Donc Eric, pour compenser, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait à la place des gens. Pour améliorer certains axes de son entreprise, là je pense qu'aujourd'hui il a pris conscience de l'importance de le diffuser dans ses équipes. On va en parler là maintenant de tout ce qui est automatisation, mais aussi lié aux marges. Parce qu'un des trucs qui fait que les marges sont touchées, c'est qu'on pourrait améliorer ça par amélioration des process, meilleure supervision de certains sujets, augmentation de la rentabilité, suppression des erreurs, amélioration de la communication, augmentation de l'efficacité opérationnelle à tous les niveaux dans la boîte. Il y a tellement de choses, ou même les factures, les impayés. Et tout ça, l'IA et la technologie peut t'aider à le faire aujourd'hui. Il faut juste mettre le pied à l'étrier et mettre en place, pas que de ton côté, mais vraiment à tous les niveaux de l'organisation. Ça peut tout changer. Et il suffit de peu pour que déjà, là, à la fin de l'année,
tu atteignes tes objectifs, mais qu'en plus, tu atteignes tes objectifs avec de la vraie marge. À quel niveau, toi, tu vois que y aurait de l'intelligence réellement à mettre en place des automations ou de l'IA pour éviter des erreurs? Donc, identifie les 1, 2 ou 3 phases critiques de n'importe quel projet dans tes 60 projets. Où sont ces phases critiques? Et c'est là où soit toi, tu dois être, ou ta méthodologie, ton expertise doit être grâce à la technologie, grâce à l'IA. Et là, il y a des phases de contrôle qui ne peuvent pas être évitées, en fait. C'est impossible. On ne peut pas passer à l'étape suivante sans qu'elle ne soit faite. Il y a un check, il y a un vu, il y a un truc. Et si c'est bien validé et si c'est correct, boum, on peut continuer à avancer. L'objectif, il est pas juste d'éviter les erreurs, mais il est aussi d'identifier la réalité de l'humain qui a fait la chose. C'est-à-dire que si c'est coché et que ça pose problème sur le terrain, ça veut dire qu'il y aura eu omission ou mensonge ou triche de l'opérateur. Que l'opérateur ne va pas risquer de cocher faussement et il ne va pas risquer de laisser une case non cochée. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a très peu de possibilités que ça génère un dysfonctionnement sur le terrain. Parce que dans les deux cas, il est piégé et ça rend service à tout le monde. Présenté comme ça change tout. Ça cadre. Tu utilises quels outils auxquels ont accès les collaborateurs sur le terrain? Alors ça sera Odoo. Et est-ce que sur le terrain, on a des documents en lien avec le chantier? Par exemple, moi, je vais sur le terrain et je suis censé faire ma checklist. De quel fichier ou de quel logiciel je dispose déjà sur le terrain? Où je fais mes comptes rendus, mes rapports ou quoi? J'ai des tableurs Excel, mais que j'ai par le biais de notre serveur VPN ou Teams. Le moyen le plus efficace, le plus simple, sans friction, c'est que dans chaque fiche Excel qui correspond à un chantier en question, on ait juste un onglet supplémentaire avec les cases à cocher. Donc ça, c'est vraiment le moyen qui utiliserait en fait déjà ce qu'il a sous la main. Et puis pour chaque projet, il y a une liste Excel, c'est le bon de livraison, où il y a tous les plans qui sont listés. Puis ça sera sur ce document-là qu'il y aura le checklist qui est rattaché au plan qu'il faut contrôler en fait. Ouais, parfait. Le plus simple, c'est le support déjà existant. Mais si jamais il y a quelque chose de différent que tu identifies comme une liste Notion, une liste sur une autre application que toi tu préfères, le support n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'eux prennent part et trouvent ça facile. Si on en revient à nos points, au niveau checklist, automation, marge, est-ce que tu penses que le simple fait de mettre ces éléments aura une grande influence sur les marges? Parce que si je reviens finalement à ce qui te plombe, ta rentabilité, la majeure partie, il y a d'autres choses aussi, mais c'est projets déficitaires, retard de facturation et charges exceptionnelles. Alors, retard de facturation, c'est jamais des grosses factures, c'est quelques milliers de francs. Par mois? Par mois, il y a ceux qui traînent avant de payer, c'est entre 50 et 100. C'est-à-dire? En 50 et 100 quoi? Cas. Qui traînent? Qui traînent plus que un mois ou plus que 60 jours. Ça veut quand même dire que tu as 50 et 100 000, ça fait plus ou moins 7% de ton chiffre d'affaires de 2024, qui traîne entre 30 jours et 60 jours, quasiment on continue, et tu dois mobiliser l'effort des ressources pour pouvoir aller les chercher alors qu'ils te sont dus. Et en plus, ça entache la relation professionnelle, puisque tu donnes l'impression que tu cours derrière ton argent et c'est agaçant. Oui, et puis quand on est dans le rouge, on court très rapidement et plusieurs fois, etc. Ouais. C'est ça le sujet. Donc, à mon sens, toi tu dis ça va, il n'y a pas de problème. Pour moi, là, il y a un sujet d'optimisation. Et si, par exemple, l'IA était plus intégrée et toutes ces automatisations au niveau des factures, au niveau des impayés, avec Odoo, tu vois, c'est extrêmement simple, notamment d'améliorer cette partie-là. Mais il n'aurait pas fallu attendre Odoo pour le mettre en place parce que les possibilités sont multiples déjà aujourd'hui. Ça va changer considérablement la chose. Oui. Je me permets une petite aparté. Si vous voulez sortir de l'opérationnel, structurer votre entreprise et scaler, alors déposez votre candidature en cliquant sur le premier lien en description. Nous analyserons votre situation et vous offrirons un audit stratégique complet. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous travaillons ensemble ou non. Maintenant, au niveau du chiffrage, donc peut-être de tes projets, ça c'était un point qui tuait aussi ta rentabilité, projet déficitaire. Donc est-ce que c'est au niveau du chiffrage que le projet devient déficitaire ou c'est autre chose? J'ai un peu tous les cas de figure dans le sens, c'est soit une mauvaise évaluation du temps à consacrer, parce que le projet a changé par exemple, ou que les qualités du plan qu'on a à dispo sont très mauvais, donc on doit refaire beaucoup plus de travail. Et puis qu'on est engagé avec notre client, l'entreprise générale, on plie les chines et puis on fait notre boulot parce que ça nous tient à cœur d'aller jusqu'au bout. Et puis on n'a pas moyen de... Donc sur ces projets, tu perds de l'argent alors? Ouais. Okay. Il y en a beaucoup par an? Disons qu'il y en a vite 2 ou 3. 2 ou 3 pour une moyenne de 30 à 40 par perte. Ok.
Donc, c'est des pertes colossales. Oui. Et est-ce qu'il y a des dénominateurs communs de ces projets que tu as identifiés? J'ai peut-être plus eu le miroitement des gros honoraires par ce gros volume. Ouais. Mais en fait, puis après, la grosse perte, je la néglige complètement. Et puis, c'est 40K de perte pour une affaire, c'est énorme, quoi. Ok, donc tu te dis par exemple, j'ai envie d'avoir ce mandat, c'est un gros mandat, mais vu que c'est un gros mandat, je suis exposé à d'autres concurrents et dans mes appels d'offres, je dois tirer les prix vers le bas pour me différencier. Ouais. Et du coup, ça crée un déficit à terme. Ouais. Et je dirais que ça s'est passé 2023, 2024. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Parce que tu as identifié justement ce 20% qui fait le 80%. J'ai fait ce travail avec ce client où j'ai identifié des énormes pertes. Ouais. Bah, je travaille plus avec. Il me demande des offres et puis je fais un prix correct. Alors, c'est dur, hein, parce que je me fais traiter de mais qu'est-ce qui se passe? C'est 2 fois plus cher que ton concurrent. Enfin, eux, ils continuent tout le temps le même politique. Et puis moi, je dis non. Ok. Donc les probabilités du fait que tu aies à nouveau ces sujets qui se présentent, De grosses pertes. elles s'amenuisent avec le temps de par l'optimisation de ce qu'on met en place. Mais qu'est-ce qui ferait que ça pourrait arriver? Parce que moi, il n'y a aucun monde dans lequel, là, en 2025, tu vas chercher les 3 millions, mais tu as une marge ridicule. Il faut qu'on ait cherché ces résultats, qu'on consolide ces 150 à 200 000 par mois, mais qu'on ait vraiment une marge pour que tu te dises, OK, ça vaut la peine. Tu gonfles ta trésor après derrière, il faut pouvoir recruter des gens encore plus, et c'est que comme ça que tu vas pouvoir sortir de l'opérationnel. Puis l'année d'après, peut-être passer de 3 à 4, de 4 à 5, année après année, tu vois. Alors, j'ai un moyen en cours de route pour checker ou calibrer, voir si je suis sur le bon chemin. Dans un projet, j'ai des étapes, mode projet, mode soumission, mode de calcul et mode exécution. C'est là les points sensibles. Ouais, des étapes dans le truc où dans mes honoraires, j'ai une ligne pour le projet, tout ça. Donc, j'ai des prix qui sont connus. Ce qui est difficile avec notre programme, c'est comment on extrait et on analyse les résultats de la machine ou qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la data? Parce que finalement, on a aussi un suivi en live. Donc, tu as la data. J'ai la data, mais elle n'est pas transformée. On a un dashboard, on a des résultats. Tu peux exporter cette data quelque part? Elle est exportable sur Excel ou en PDF. N'importe quoi, PDF, XLS, ok. Donc, sur cette data remplie, on pourrait la mettre dans un GPTs, oui, l'interpréter, la consolider et donc avoir des rapports quotidiens. Si tu disposes déjà de la data, l'extraction de cette donnée et la conception du prompt avec ces 2 automatisations, une qui prend la data, qui la met dans un GPTs, qui l'interprète, qui la consolide et qui la reprend et qui te l'envoie dans un rapport consolidé par email, c'est un luxe de dingue. C'est-à-dire que toi, en gros, tu as le truc et tu peux voir exactement la performance et tu as un code couleur que tu peux établir au préalable. Vert, on est on track. Jaune, ça commence, attention, oui, faut et faire rouge, quelque chose. Il faut vraiment ajuster parce que on n'est pas bon dans ce qu'on a chiffré. Et donc, dès le lendemain, tu peux au pire aller vers le chef de projet ou ton directeur, ton responsable, et lui dire, écoute, la projet X, il y a un sujet, ça prend du retard, on commence à prendre trop d'heures et tout, faut qu'on repasse de rouge à jaune. Et de jaune à vert, il nous reste 3 semaines avant de délivrer. Ouais. Donc, tu as 3 semaines pour réajuster, parce que sinon, on va être en déficit. Ouais. C'est bon, je prends, ça me fait du bien parce que c'est encore une frustration. Je peux plus être passif. J'ai besoin d'être proactif pour pouvoir changer les choses parce que juste de voir le résultat, grosse perte, et puis c'est trop tard. Chez Eric, il y a différents moments dans le consulting où il s'est senti soulagé. Il prend conscience qu'on comprend son quotidien, ce qu'il vit, qu'il est écouté et qu'il n'est pas seul à lutter contre sa réalité et qu'il est possible d'emprunter un chemin différent. Il est, je pense, où il était, tiraillé entre le fait de ne pas changer des habitudes, froisser ses équipes, etc. Mais avec sa volonté de continuer à croître et d'absorber cette nouvelle croissance et mettre en place de nouvelles stratégies. Or aujourd'hui, je pense qu'il s'est réconcilié avec l'idée de on peut restructurer, on peut appuyer sur le champignon, on peut mettre en place la structure qui répond à ces nouvelles conditions d'absorption de sa boîte sans pour autant casser tous les codes, sans pour autant devoir tout revoir et sans pour autant passer pour le patron sale con qui impose son style et qui ne prend pas en considération les autres. Et ça en dit long en fait, et c'est là que je trouve extraordinaire à quel point il y a du potentiel avec tout ce qu'on partage, tu vois, même gratuitement là, ici, aujourd'hui ou dans d'autres choses, c'est que tu es en croissance, tu génères du chiffre d'affaires. Alors certes, tu es en croissance aussi parce qu'on a ajusté plein de choses, etc. depuis 6 mois qu'on travaille ensemble, mais ton entreprise, elle est saine, il y a du potentiel, on peut avancer et pour autant, il y a encore tellement de choses à optimiser. Et ça en dit long du coup sur le fait que il y a beaucoup de choses à revoir, ouais. Et puis c'est vrai que financièrement, des charges
qui sont, quand on analyse tout ça, je les vois bien, mais je suis empêtré. C'est difficile, en fait. C'est lourd, 100%. c'est gluant, Un point important, moi je focus sur cette partie marge parce que ça me choque. Le fait que on n'arrive pas à... Bon, déjà rien que le modèle de facturation qu'on a évoqué différemment avec les échéances de paiement, les process pour améliorer l'ensemble avec les checklists, les fiches et éviter les problématiques, le système de chiffrage des heures et puis le balisage des grandes étapes avec ces checkpoints, les automatisations et le fait d'intégrer une culture de l'innovation et de la performance au sein de toutes tes équipes, le changement de posture au niveau du mindset, l'organigramme à revoir, le fait que tu sortes de la partie chef de projet. Déjà tout ça va avoir un impact sur la productivité, l'efficacité, la rentabilité de l'entreprise. Ah, moi, j'insiste tellement sur la marge d'Eric. En fait, beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur du chiffre d'affaires. Et il l'a dit, il a un besoin de reconnaissance. Donc, pour lui, le chiffre d'affaires, c'est un score. Plus il monte dans le score, plus il a une identité d'entrepreneur qui est valorisée. Il l'a pas verbalisé comme ça, mais c'est des choses qu'on arrive facilement à identifier. Mais la réalité, c'est que peu importe d'avoir un gros chiffre d'affaires si tu ne fais pas de marge. Ce qui compte, c'est aussi pouvoir avoir du résultat. Ok, il a un salaire convenable, etc. Il peut payer ses équipes, mais demain, il lui arrive n'importe quel pépin. Vu que sa structure opérationnelle grandit, ses charges opérationnelles fixes et variables grandissent proportionnellement. Si demain, il a un problème, quel qu'il soit, s'il s'est pas sécurisé, s'il n'a pas un matelas de sécurité, ça va être très compliqué pour lui de pivoter, s'ajuster et de continuer à avancer. Donc, il y a des sujets de marge. L'avantage en traitant ces sujets de marge, c'est qu'on se rend compte qu'il peut continuer à augmenter ses prix, ça ne lui posera pas de problème. On se rend compte que ça va lui permettre d'éviter des problématiques récurrentes qu'il a dans son business. Ça va lui permettre d'identifier quels sont les clients qu'il ne veut plus au sein de son entité. Ça va lui permettre de forcer, entre guillemets, la main à ses équipes pour optimiser leur efficacité opérationnelle et être plus productive. Bref, il y a plein d'avantages globaux qui fait que, je les avais cités, il y a 6-7 points à un moment donné, que s'il vient juste travailler sur chacun de ces points individuellement ou collectivement, sa marge, elle va passer de 0 à 5, puis 10, puis 20, puis même au-delà. Mais moi, il y a un point, c'est que j'identifie une absence de structure commerciale, finalement. Tout repose sur toi. Oui, qu'est-ce que tu entends par structure commerciale, hein? Il n'y a pas une vraie stratégie commerciale délégative à plusieurs niveaux où tu n'es pas le seul qui doit faire de A à Z la partie commerciale. Et je pense que d'une part avec toujours maintenant ton meilleur ami ChatGPT, encore une fois, vu que là tu vas prendre le pli, l'habitude, mais aussi une vraie réflexion et peut-être même, tu vois, ne serait-ce que une personne que tu vas recruter pour ça, qui peut être chez VAV, hein, même pourquoi pas, tu vois, assistante commerciale pure, en identifiant spécifiquement de quoi il s'agit. Je te donne un exemple concret. Tu vas être sur Odoo à partir de maintenant, tu auras ton ERP, ton CRM global centralisé. Il y a une transition de la data qui va se passer de Pipedrive à Odoo, un scoring de leads qui peut être établi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des prospects et des leads dans ta boîte, boum, scoring. Ensuite de ça, tous ces prospects, il faut une newsletter. On peut leur envoyer des emails ou on peut les follow-up. À quel moment on les follow-up? Quel contact? Comment on garde le contact avec eux? Que ce soit des prospects, que ce soit des clients actifs, que ce soit des anciens clients. Et également, comment est-ce qu'on établit lesquels on peut solliciter pour des mises en relation, des recommandations, actives ou proactives, lesquels on peut solliciter pour avoir des avis Google ou des sur local.ch. Tu vas peut-être déployer un budget publicitaire pour créer de l'omniprésence basée sur certains projets quand tu auras ton nouveau site, ton nouveau ERP, tout ça. Comment est-ce qu'on capte des leads et l'attention de ces leads et qu'est-ce qu'on en fait après derrière pour faire ce qu'on appelle du nurturing. Donc progressivement, tu vois, les nourrir et faire en sorte qu'ils aient qu'une envie, c'est d'un jour travailler avec Oval ou dès lors qu'ils se disent j'ai un besoin en ci, en ça, Oval. Oui. Ou typiquement, toujours dans cette démarche, les relations que je t'ai fait plus ou moins établir avec des architectes ou autres, comment on amplifie ça? Ça, pour moi, il n'y a pas de stratégie proactive. C'est un peu quand tu as fait tout ce que tu as à faire, bon j'ai un peu de temps, il faut aussi que je fasse ça. Ah mais clairement. Qu'est-ce que je fais donc? C'est ça parce que j'ai pas de temps. Déjà, j'avais pas conscience de ce métier, de cet art. J'ai mis en place ma prospection, mon acquisition de façon un peu plus professionnalisée. Et puis après, je suis sous l'eau avec tout le reste, avec mes chefs de projet, avec mes projets, avec tout ça. Donc, mais bientôt plus. Ça me fait du bien de sentir que bientôt plus, parce que c'est ça qui s'ouvre. Ouais. Et de mettre en place tous ces éléments-là. Donc, avec le site internet, le funnel de vente, donc il y a des choses qui sont en place, mais de tout ce que tu viens de me lister là, il n'y a pas la moitié que je fais proactivement. Ouais. Et il y a un point, tu vois, c'est que rien ne t'empêche d'augmenter encore tes prix de 5 à 10%. Ça va mécaniquement te permettre d'avoir encore plus facilement tes 10% au moins de marge, même si ton objectif c'est de chercher 20% d'EBITDA. Là, tu es plus ou moins à zéro. Donc, allons chercher
le plus proche des 20 possible. Mais déjà, si on fait l'application de tout ce qu'on a évoqué pour aller chercher plus de marge, plus de business, plus meilleur recrutement, plus meilleure structuration, plus meilleure formation et autonomie des collaborateurs, plus tu augmentes tes prix, plus amélioration des modèles de facturation qu'on a établis. On n'est pas à 20%, là, on est bien plus au-delà. On est à plus, tu vois. Ouais. On est à plus. Ouais. Donc le 20% serait presque un scénario, on va dire, pas minimum, mais un scénario standard. Maintenant, si on dit 20% à la fin de cette année, sachant qu'il y a la moitié de l'année qui était à zéro, si ce n'est négatif, donc je dois atteindre le 40% en fin d'année pour avoir la moyenne sur l'année. Moi, je serais toi, oui, c'est bien de penser comme ça, mais je me mettrais pas non plus trop de pression tout de suite. Tu vois, on a toujours envie en tant qu'entrepreneur de chercher à rattraper le retard. C'est un peu le syndrome du trader perdant qui veut pas accepter qu'il est en train de perdre de l'argent et lâcher. Parce que ça me charge, hein, c'est une charge supplémentaire. Il y en a assez, quoi. Et réussir à réconcilier croissance et marge, c'est pas non plus une chose facile à faire. Faut voir quel est ton combat prioritaire. Est-ce que ton combat prioritaire, c'est la croissance ou ton combat prioritaire, c'est la marge dans l'État? Dans l'État, c'est la marge. Ok. Clairement. Alors, dans ce cas, accepte potentiellement d'écrire un scénario dans lequel tu fais pas 3 millions cette année, mais 2,5, par exemple. T'es déjà 1, 2, donc 2,5 ou 2, peu importe. Mais tu vas chercher ces 30 ou 40% de marge en améliorant tes process, en éduquant c'est un mot qui peut paraître péjoratif, mais moi je le trouve extrêmement important, éduquant tes collaborateurs à tout ce qui est nouvelles technologies, IA, automatisation, etc., pour qu'ils voient une augmentation de leur efficacité opérationnelle du quotidien, qu'ils voient comment ça sert la vision, et puis cette vision, il va falloir la redéfinir. Mais la redéfinir pas à 10 ans, ne serait-ce qu'à, 3 ans, 5 ans, peut-être maximum. Et là, tu peux commencer à co-construire avec tes piliers qui sont là depuis des années, et faire venir progressivement des collaborateurs. Ah, ça me parle. C'est vraiment dans le bon sens. Ça m'anime et ça m'allume. J'aime bien. Et puis, je suis content d'avoir toutes ces lignes, ces tâches ou ces pistes de réflexion, d'optimisation. Ouais. C'est concret. Tu avais déjà 20 points avant de commencer le consulting. Maintenant, tu en as 36. Et après, ça se recoupe. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est aussi ça que j'aime, c'est cette cohérence finalement. On clarifie, quoi. Ouais. Maintenant, le point important, peut-être, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de mettre en place tout ça correctement sur les 1, 2, 3 prochains mois, sachant qu'on a commencé par le mindset. Donc, il y a un sujet mindset encore, posture. C'est pas le petit échange, la discussion que vous avez eu avec Anis, même si il est extrêmement efficace sur ces sujets, qui va en profondeur et durablement changer les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient t'empêcher d'atteindre ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit ajuster pour pouvoir t'aider à là, lorsque tu rentres ce soir et demain tu redémarres, implémenter progressivement ça? Dans tous les cas, il y aura un plan d'action qui sera restitué de façon à ce que ce soit efficace. Mais qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas se faire ou se faire moins vite que ce que ça doit se faire? Moi, comme ça, c'est l'élément qui me vient, c'est si j'arrive pas à me décoller de l'opérationnel. Si j'arrive pas à me décoller de ces chefs de projet, parce qu'il y a quand même j'ai toutes mes excuses, mais ça c'est bon. Mais les projets en cours dans lesquels je suis chef de projet, mes habitudes, nos séances hebdomadaires, ma façon d'intervenir dans ces séances, il faut que je repositionne quelque chose de clair. Ce qu'il me plaît, c'est que ce passage à SA, il y a une convention d'actionnaires qui se met en place et tout ça, avec ces deux personnes, dans lequel on a déjà discuté d'organigramme à 5, 10, 15 ans. Ça tombe bien, c'est pile le bon moment. Donc la semaine qui vient, dès lundi, j'ai une convention à relire, à étudier, et je voulais profiter de peaufiner et de mettre à plat l'organigramme. D'accord. Pour moi, c'est visuellement que ça soit OK, que je communique très rapidement pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a discuté finalement. Tu veux leur donner des parts de ta boîte à ces deux personnes? Vendre, enfin c'est un peu moitié-moitié. D'accord. C'est trouver la bonne équation qui permette de eux s'impliquer et puis gentiment, c'est des pourcentages qui sont petits, étalés sur 10 ans. Puis Il peut acheter progressivement, un peu comme des stock options. Oui. Ouais, clair. Ok. Et ça a déjà été établi aussi, la valorisation? Est-ce qu'ils ont une valorisation préférentielle par rapport à la boîte ou Alors, c'est des choses que j'ai déjà trouvé la bonne personne. Ça sera pas mon notaire qui me fait ça, mais un fiscaliste, qui est avocat fiscaliste, qui m'a l'air top.
Et puis il m'a proposé ça. Donc il m'a dit qu'il m'a fait des propositions. J'ai reçu ça vendredi. D'accord. Consulte ça bien et fais attention à un point, c'est au niveau du désalignement des intérêts possibles entre le collaborateur qui est là pour faire croître la boîte, théoriquement, mais selon la valorisation qui a été calculée à l'instant T de la boîte et la projection des chiffres, s'il doit acheter progressivement ses parts, année après année, plus la boîte vaut cher, plus ça va lui coûter cher. Donc, il faut que proportionnellement, il puisse avoir des bonus suffisamment élevés pour pouvoir racheter ses parts pour que ce soit pratiquement $1 pour un travail similaire, mais qu'en même temps, il se sente valorisé, mais qu'en même temps, il ait le sentiment que ses parts, elles soient préférentielles par rapport à ce qu'il aurait acheté s'il n'avait pas ce deal-là. Donc, il y a toute une mécanique de calcul assez poussée à faire en sorte que chacun des collaborateurs qui sont finalement incentivés à la performance de cette façon-là, il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Parce que sinon, faut pas qu'ils se disent attends, plus je travaille, plus la boîte gagne de l'argent, plus elle gagne de l'argent, plus c'est valorisé, plus ça me coûte cher, donc je perds de l'argent. Donc j'ai pas intérêt. Ouais. Tu vois ? Tout à fait. Il faut que ce soit exactement l'opposé qui se crée et que dans ton discours, ils le comprennent. Mais pour autant, il faut pas non plus, vu que c'est sur 10 ans, tu m'aurais dit sur 3 ans, ça va. Mais sur 10 ans, et actuellement, ta boîte, elle vaut de l'argent, mais pas grand-chose par rapport à ce qu'elle vaut potentiellement plus tard. Il faut pas non plus que, comment dirais-je, ça soit un prix fixe par rapport à aujourd'hui. Ah non, tu vois, ça on peut pas. Moi, j'ai fait mes projections avec des valorisations. C'est rigolo parce que j'ai la boîte. Si on faisait pas tout ce qu'on est en train de faire, et puis si on continue à poursuivre les 3 millions, 5 millions, sans être trop optimiste, juste pour voir les chiffres avec les pourcentages et inclure les impôts. Puis pour eux, c'est intéressant de faire l'exercice parce qu'ils gagnent quand même. C'est un petit peu comme l'exercice fiscal, de dire voilà, si on fait ça ou si on fait rien du tout, il y a une différence au bout. Là, quitte à pousser d'1-2 semaines, mais de faire des allers-retours avec ce fiscaliste ou un autre pour bien peaufiner ça. J'ai bien entendu les différentes remarques que tu m'avais faites. Je t'ai déjà posé la question une fois. C'est que je commençais à réfléchir il y a quelques mois, 2 mois peut-être. Ok, super. Donc, n'oublie pas la partie commerciale. Est-ce qu'il y a d'autres points d'un point de vue mindset systémique ou autre qui pourraient t'empêcher? Là, on en a cité un, c'est bien. Il y en a d'autres. En fait, le blocage, il viendra de moi. Si c'est un élément bloquant extérieur, je pense que je peux trouver... Au jour d'aujourd'hui, comme je suis en train d'avancer, j'ai assez confiance en fait. Et du coup, sur le point que tu as évoqué, tu as fait comme ça, tu as dit le seul point, ça pourrait être moi. Moi, j'ai confiance parce que le fait de te dire que tu as la possibilité de le faire et de t'autoriser, ça te créera moins de pression que si tu dis bon, j'ai plus le droit de le faire. Oui, et puis si je le fais, ça remet à plat tout ce qu'on est en train de faire. Puis oui. Et puis penser valeur ajoutée. Si je me permets de le faire, c'est déterminant, c'est important. Et surtout que dorénavant, tu sors pas vraiment en mode de l'opérationnel au sens où en fait tu ne produis plus, tu vas produire mais autrement. Tu vas produire de la croissance. Tu vas produire de la stratégie, tu vas produire de l'optimisation, de la productivité. C'est en fait, tu continues à travailler intelligemment, tu continues à développer l'entreprise, tu continues à avoir des responsabilités, mais simplement, tes projets, en fait, c'est plus les projets que tu avais en tant que responsable de projet de ta boîte. Tes projets, maintenant, ils sont différents. Ils sont de responsabiliser la bonne personne avec les bonnes règles, etc. Donc, en fait, tu as plein de boulot, tu vas pas t'ennuyer. Mais c'est un boulot qui est un boulot de construction. Et toi qui es dans l'ingénierie civile, là, en fait, tu poses des fondations qui ont comme effet de levier et comme valeur 100 ou 1000 fois plus qu'une action quotidienne de vérification, de faire une réunion, etc. Ah, ça me parle. Tu pourrais faire un exercice des actions à 100 francs, 1000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. Et à chaque fois que tu as envie de faire une action, tu te dis, attends, là, est-ce que c'est une action à 100 francs de l'heure que je suis en train de faire ou à 1000 ou à 10 000 ou à 100 000? Souviens-toi, c'était l'exercice que j'ai fait faire avec le ROCE. Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait, puis j'ai fait 2 fois. C'est une fois 3 mois, puis après, je me suis fait un OKR qui arrive dans 2 semaines, donc je vais refaire ça. Et j'ai trouvé excellent. Et puis, je l'ai présenté la première fois. C'est pour présenter à mes collaborateurs. Il y en a un qui m'a posé la question, c'est quoi? J'avais 1 heure à 100 000 francs. C'est quoi cette heure à 100 000 francs? J'ai dit, ah yes, il me l'a posé. Et puis en fait, ça a été 1 heure, justement, dans mes offres irrésistibles où je touchais mon client de rêve. J'ai passé 1 heure et j'ai décroché pour 100 000 francs et je lui ai fait économiser 60 000 francs. Et puis depuis, on a plein de projets avec. C'était l'heure où il fallait être là, où je les ai aidés gratuitement, totalement gratuitement, auprès d'une commune à défendre leur projet. Je suis arrivé en tant que spécialiste.
c'est 1 heure à 5 000 francs. Et puis, j'espère les collectionner, d'augmenter ces heures de ce type-là, parce que ça fait déjà le font du bien. Elles sont réellement à ce prix-là, c'est clair. C'est un exercice, ouais. Je vais le faire tous les 3 mois. Quand tu as un doute, quand tu sens que c'est plus fort que toi, que tu as envie de refaire une action à 10 francs ou à 100 francs, regarde ton tableau et tu te dis, attends, je la mets dans quelle catégorie? Est-ce que j'ai envie d'avoir un manque à gagner en mettant 1 heure de mon temps et de mes ressources Dans ça. dans ça, quoi. Ouais. Magnifique. Aujourd'hui, je suis prêt à prendre cette place de leader, d'autant plus qu'elle se met en place. J'ai fait mon travail sur moi également, parce que cette place de leader, clairement, je ne l'ai pas prise jusqu'à dernièrement. Et le fait de me positionner, de l'intégrer, cette place de leader, ça fait du bien à moi et à toute mon équipe. Pour la suite, parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets, il faudra revenir sur tout ce qu'on a évoqué. J'ai vu que tu avais un Upload, j'ai le mien, il y a un Assembly, on va te partager tout ça dans tous les cas. Il y aura aussi un call effectivement qui va être organisé avec notre expert IA tout prochainement que Anis briefera. Aussi, on va faire un call dans 1 mois pour faire le point. Donc je compte sur toi pour vraiment avoir bien avancé sur tous ces sujets. Je me fais pas trop de soucis, mais ça va être vraiment top. Alors, si je devrais décrire en une phrase le dirigeant que je suis à partir de maintenant, je dirais que je suis un dirigeant convaincu qui se réjouit des mois à venir et des années et de l'aventure que j'aurai la chance de vivre et de faire vivre avec mon équipe et avec mon entourage, mes clients, mes partenaires, car ça promet d'être très sympathique. Super content, tu as préparé un beau document synthèse de l'état d'avancement des choses, donc hâte de le consulter avec toi et puis hâte d'avancer point par point. Le but de ce call, c'est avant tout de faire un point de situation, m'assurer que tu es on track et que ça avance, voir s'il y a des questions ou des choses sur lesquelles je peux rebondir et puis un petit peu voir quels sont les résultats depuis ce mois qui vient de s'écouler depuis notre rencontre. Je passe en SA tout à l'heure, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec ma notaire, j'ai trouvé un fiscaliste, avocat, itinéraire, recrutement. Donc, je suis très content de moi. J'ai développé un processus de recrutement. Donc, j'ai fait une première vague de recrutement pour un dessinateur que j'ai refermé. Puis, j'ai traité 25 candidats. J'ai fait mon processus. J'ai fait analyser les vidéos et tout en externe. Et j'ai encore pas rencontré un seul. L'idée, c'était pas d'engager tout de suite. C'était vraiment de faire le processus pour refaire une vague sérieuse pour dénicher la perle rare. J'ai trouvé un stagiaire ingénieur pour le 1er janvier. J'ai fait toute ma nouvelle réorganisation, mon organigramme. En parallèle, moi, j'ai défini à chacun son poste la possibilité de développement. J'ai clarifié, on en a discuté et à peaufiner dans les 3-6 mois à venir. Ok, clair. Migration CRM, donc j'ai changé de CRM en 1 semaine. Je suis passé de Pipedrive à Odoo. On a quelqu'un qui s'occupe de nous formater notre Odoo pour qu'il soit quasi complètement automatisé d'ici 3 mois. C'est une tuerie, c'est un truc de dingue. Enfin, je pense que j'ai trouvé la perle rare. C'est un ingénieur informaticien spécialiste d'Odoo qui me fait du sur-mesure. La semaine passée, je me suis mis un peu dans le rouge. J'ai répondu à un concours marché public pour faire des immeubles en bois. Début de semaine, je reçois l'ouverture du marché. Je vois que j'ai 20 concurrents, que je connais la plupart, qui m'a permis de faire une analyse sur tous ces concurrents-là avec ChatGPT pour faire vraiment un travail de branding, comment me différencier, comment me sortir du lot de cette équipe-là. C'est exceptionnel et il y a un super potentiel. Tu vois, c'est dingue à quel point ChatGPT, en mettant en place ça, il te donne un avantage concurrentiel sur l'ensemble, alors que ces boîtes, peut-être qu'elles ont des gars payés 4, 5, 6, 10 000 balles par mois pour essayer de choper des concours. Toi, tu arrives avec ton ChatGPT bien programmé avec notre aide, $20 par mois, et puis tu leur passes devant étape par étape. C'est juste exceptionnel. Il y a vraiment une fissure entre l'ancien monde et le nouveau monde. Oui, et puis cette réflexion stratégique nouvelle qui dit « Oh, wow, j'éclaire ça différemment, je prends ça de ce point de vue-là, et puis go ». Moi, je trouve que c'est d'une créativité, c'est d'une productivité. C'est bon. Félicitations vraiment pour l'état d'avancement des choses et puis ton usage des différents outils et ça fait super plaisir de voir ça. Bravo aussi pour les résultats qui du coup sont prometteurs parce que là tu es dans une phase de consolidation, structuration pour pouvoir aller encore plus vite tout en accélérant encore via d'autres transversales comme par exemple les concours d'État ou autres. Est-ce qu'il y a des questions, des choses sur lesquelles c'est pas forcément clair ou qui nécessitent de la clarté ou des réponses pour pouvoir avancer sur les next steps de ton côté? Par rapport à l'automatisation, j'ai l'impression de vraiment avancer dans la compétence.
de plus en plus dans le bureau, je suis quasi le seul à utiliser l'IA ou ChatGPT aussi poussé. Et puis, que je craignais arrive, c'est que je deviens à nouveau le plus expertisé et tout le monde se repose sur moi. Tu dois créer une culture où les gens se responsabilisent et ils ont l'obligation dans leurs objectifs semi-annuels, annuels, etc. d'utiliser ChatGPT, d'utiliser l'IA, etc. pour certains sujets. C'est capital. Je t'invite à automatiser beaucoup de choses via Make si tu veux de la simplicité. Par contre, si tu veux vraiment de la puissance et créer une usine à gaz, je sais pas si tu en as besoin, mais tu peux faire du N8N et puis tu peux aller sur N8N Community où là, tu vas trouver plein de freelancers qui maîtrisent N8N et qui peuvent te le mettre en place, ou alors sur Upwork. Là, tu vas trouver aussi plein de freelancers qui maîtrisent N8N. Et si c'est pas Upwork, c'est Fiverr. Si c'est pas Upwork, c'est 5euros.com. À l'époque, ça s'appelait 5euros.com. Aujourd'hui, ça s'appelle ComeUp. Je vais vous automatiser toutes vos tâches et réaliser vos automatisations IA avec Make ou N8N. Voilà, t'en as plein. Et puis, tu vois, ils coûtent entre, à partir de 15 euros, 50 euros, 100 euros. Et ils te mettent en place des automatisations de A à Z. Toi, en tant que chef d'entreprise, c'est pas de devenir l'expert des experts et de tout maîtriser, même si on a envie. C'est de déléguer aux bonnes personnes. C'est absolument, c'est ce qui me manquait. C'est le gap qui me manquait. Moi, je voyais me lancer dans Make. J'ai bien compris. Tu n'osais pas poser la question, mais j'ai compris la question sans que tu la poses, tu vois. Tu vas sur ComeUp, tu tapes N8N en haut, tu tapes Make, M-A-K-E, tu tapes automatisation, tu mets en place un brief pour un truc que tu veux automatiser. Tu trouves 3 mecs qui ont 5 étoiles, qui ont quelques avis, qui sont pas trop chers, qui ont l'air bien. Tu les prends les 3, tu les briefes les 3 et puis tu les mets sur un petit projet, mais qui est quand même pas un truc de rigolo, hein, un projet. Je prends, merci. Parfait. Bah écoute, Eric, c'était vraiment un plaisir. On se tient au courant pour la suite et puis hâte de te revoir à une prochaine immersion ou bien dans un autre cadre. Allez, salut. Ciao. Si vous reconnaissez dans des problématiques comme la difficulté à déléguer, un manque de structure, des blocages sur l'acquisition ou le recrutement des équipes performantes, alors cliquez sur le lien en description et déposez votre candidature. Nous analyserons votre situation et si vous êtes qualifié, vous bénéficierez d'un audit stratégique complet avec des actions concrètes pour surmonter ces défis et scaler votre activité. C'était Alec, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.